Espace TV, le 22h. Vous nous regardez sur le canal 243. Bonsoir et bienvenue au 22h sur Espace TV. Au sommaire de ce rendez-vous d'information, infrastructure routière, le pont qui relie Forêt-Karia à la sous-préfecture de Mafereya a lâché. Les usagers éprouvent d'énormes difficultés, vous allez le constater. Meurtre à Mamou, un jeune donne la mort à sa propre mère. Il aurait agi sous l'effet de la drogue. L'acte s'est produit samedi dernier à Wurekaba. Il peut faire plus de 400 ans sans se dégrader. Il s'agit du plastique. Comment s'en débarrasser? C'est l'angle de ce lundi que nous proposent Mamadou Saliouba et Aboubakar Din Kamara. Bienvenue à tous. Une partie du pont de Fagné reliant Mafereya à Forêt-Karia a lâché le week-end dernier aux environs de 20h et au passage d'un camion. Certains véhicules ont rebroussé chemin et d'autres ont été contraints d'emprunter la rivière Kili pour arriver à leur destination. Genab Bangoura et Alpha Julde Diallo sont de retour de Forêt-Karia. Suivez. Le pont de Fagné reliant Mafereya à Forêt-Karia ce dimanche nuit. L'infrastructure a cédé sous le poids d'un gros porteur. Ce motard a dû utiliser le passage piéton. La route là, est dégradée complètement. Donc, ce qu'ils ont mis, le signal qu'ils ont mis là-bas, donc une fois que la remorque est venue, les 4 pneus là, c'est plongé là-dedans. Donc, il ne peut plus traverser quoi. D'autres se sont dirigés vers cette rivière appelée Kili. Aussitôt, les véhicules forment une file. C'est sur ce pont, les petits véhicules et les gros porteurs passent. C'est très dangereux. L'État doit vite revoir la situation. Cet incident n'est pas le premier du genre selon ce chauffeur. Il indexe les gros porteurs. Pour éviter le pire, il préfère y passer la nuit au lieu de passer par la rivière. En tout cas, je préfère rembourser mes passagers. Mais je ne traverserai pas la rivière. À défaut, je passe la nuit ici. En chantier, la route nationale Forêt-Karia-Pamalapo est poussiéreuse. La parcourir aujourd'hui est devenu un véritable casse-tête. De Forêt-Karia à Koya, il y a trop de poussière. Après ce chantier, l'État doit amener les médecins dans ces localités pour voir l'état de santé de chacun. À côté du pont de Fagné, un autre est en construction. Les citoyens invitent le ministre des Travaux publics à accélérer les travaux de ce chantier pour soulager les usagers. Le procès en appel pour la demande de remise à liberté d'Ousmane Niéloé par ses avocats a été reporté à nouveau ce lundi à la cour d'appel de Conakry. Un report qui ne réjouit pas son avocat qui souhaite la mise en liberté de son client Bernard Koundounou. Altini Kamara. En appel pour une demande de remise en liberté par la défense, le procès qui oppose Ousmane Niéloé à la dame Kadia Toubiro a été reporté à nouveau ce lundi par la cour d'appel de Conakry. Condamné à 2 ans de prison par la cour, celui qui se faisait appeler ministre de la Défense de l'ex-président Alpha Condé sur Facebook n'a pas été situé sur son sort ce lundi. Nous regrettons que l'audience n'ait pas lieu en tout état des causes. Nous estimons que l'audience va avoir lieu et que le débat se tiendra et que la vérité va être dite. Pour l'avocat de la plaignante, la gestion du dossier par le premier président de la cour d'appel de Conakry ne rassure pas sa cliente. Après réflexion et constat, Mme Kadia Toubiro Diallo a estimé que cette procédure, l'allure qu'elle prend, ne donne pas les garanties suffisantes pour la tenue d'un procès juste et équitable. Un argument jugé inapproprié par la défense. Nous considérons simplement que c'est une fuite en avant de la partie civile qui veut influencer la procédure. Sinon, la procédure qui est en cours, c'est une procédure de mise en liberté.
Les avocats de la défense qui ne s'attendaient pas à un report de la procédure souhaitent la tenue de ce procès en vue de la remise à liberté de leurs clients. Incroyable mais vrai, un homme tue sa mère à coups de machette. Le samedi dernier, l'acte s'est passé dans le district de Sitakoto, dans la sous-préfecture de Wurekaba, à 65 km de Mamou Centre. Selon nos informations, il aurait consommé des stupéfiants avant de commettre le crime. Suivez les précisions d'Elhadj Sidiki Kamara, procureur de la République près le tribunal de première instance de Mamou. Suite aux premiers renseignements recueillis sur les lieux, le suspect était en compagnie de sa mère lorsqu'il décidait d'abuser d'elle sexuellement. Celle-ci, ayant compris les agissements de son fils, tentait de s'enfuir. Malheureusement, elle serait rattrapée par le suspect qui, sans aucune tergiversation, lui administrait plusieurs coups à l'aide d'une machette. La victime succombait sur le champ à ses blessures. Le suspect est déjà dans les locaux de la brigade de recherche et une enquête est ouverte pour fait d'assassinat, infraction prévue et punie par les dispositions de l'article 208 du Code pénal. A précisé que le suspect nie en bloc le fait qui lui est reproché, mais puisque l'enquête est déjà ouverte, nous serons édifiés. La machette supposée être l'arme du crime est déjà saisie. Donc à l'heure qu'il fait, comme je vous l'ai dit, l'enquête est en cours. La brigade de recherche a déjà fait venir beaucoup de témoins qui sont au niveau justement de cette unité et certainement d'ici la fin de la journée, le procès verbal va être prêt et il va être transmis à notre parquet. Le bras de fer entre le syndicaliste Ousmane Oroya Sylla et Mamadou Aliou Diallo est loin de trouver son épilogue. Ce lundi, les deux syndicalistes des transporteurs routiers de Matam ont été reçus à nouveau par la CNTG pour trouver une issue de l'élection contestée par le Ségon. Les deux camps se sont finalement séparés à queue de poisson. Ils pourraient se retrouver mercredi. Yibril Ba, Ousmane Sissé. À la Bourse du Travail, Mamadou Aliou Diallo et Ousmane Oroya Sylla sont venus encore s'expliquer devant le chargé des conflits de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Le premier reste toujours sur sa position. Il conteste jusque-là la réélection du candidat sortant à la tête du bureau du syndicat des transporteurs de Matam. Il n'y a eu jamais des élections qui est passé aux sections syndicales de transport de Matam. Et moi, je peux vous affirmer aujourd'hui, ces électeurs, c'est la police et la gendarmerie. Malgré tout, chaque moment qu'il y a des mandats, quand le mandat est fini, ils renient discrètement les gens au bureau de dire de faire reconduire. Cette fois-ci, Dieu a donné la chance à les nouvelles autorités qui sont venues. Personne au-dessus de la loi. Et aujourd'hui, tu peux marcher dans toutes les 33 préfectures de la Guinée, tu dors tranquillement. Mais avant aujourd'hui, même si tu mets 10 cadenas dans ta porte, ils vont te trouver là-dedans, on te prend, on t'en va. Au terme des discussions, Ousmane Oroya Sylla a refusé toute interview. Son adversaire demande la reprise de l'élection dans un environnement approprié afin de respecter la volonté des transporteurs. Et jusqu'à présent, nous on dit qu'il n'y a pas eu des élections. Ce que nous on demande, c'est une élection libre, transparente et aussi devant de tout le monde, devant l'autorité. Surtout particulièrement le stade de Bonfils est plus grand. À partir de là-bas, s'il a très bien fait pendant les 30 ans qu'il a géré, les transporteurs vont le répondre. Encore une fois, pas de compromis entre les deux camps. Mercredi, il pourrait se retrouver à nouveau devant le chargé de conflit de la CNTG. La jeunesse de Bonfils décide de s'unir pour le développement socio-économique de sa localité à travers l'AJAB, entendez l'association des jeunes et amis de Bonfils. Cette couche sociale compte s'investir dans la promotion de l'éducation scolaire des enfants de ce quartier de la commune de Matam. Idrissa Bari commente les images de Mohamed Bangoura. Une nation ne peut pas se développer sans une jeunesse dynamique et responsable. Conscients de cette réalité, les jeunes de Bonfils, réunis au sein de l'AJAB, comptent pleinement jouer leur partition dans le développement socio-économique de leur quartier, situé dans la commune de Matam. Premier domaine d'activité, l'accompagnement des jeunes dans l'éducation. L'éducation étant bafouée, la présence des jeunes
parents à l'âge fleur sont quelques raisons qui nous ont poussés à unir tous les 3 quartiers de Bonfi pour une cause qui est celle de la conscientisation. Bonfi a tellement d'atouts. À chaque 100 mètres ou bien 200 mètres, tu peux trouver des écoles. Au-delà des enfants, cette association de jeunesse va sensibiliser les populations de Bonfi en faveur de l'assainissement. Elle n'oublie pas également les femmes dans leur autonomisation. Les femmes doivent prendre leurs responsabilités et qu'on n'abandonne pas les enfants. Les enfants ne doivent pas être abandonnés. On doit compter sur eux comme on a pu leur donner la vie. Il faut qu'on sache leur donner l'avenir aussi. Une femme libre économiquement est un personnage épanoui et gage d'un foyer heureux et d'une communauté paisible. L'ONG Ajab de Bonfi invite les citoyens de leur localité à prendre leurs responsabilités contre les grossesses non désirées, les violences basées sur le genre. Les jeunes s'engagent surtout à œuvrer pour la culture de la paix et la cohésion sociale en Guinée. Le forum des jeunes de Kankan s'est tenu ce week-end sous le thème « L'autonomisation des jeunes par les métiers ». La rencontre a connu la présence de nombreux jeunes cadres de la préfecture qui ont partagé leur expérience de réussite avec les participants. Alpha Marquita. Ce forum régional de la jeunesse de Kankan, qui est dans sa 2e édition, a regroupé des centaines d'étudiants et jeunes diplômés choisis par les organisateurs comme des modèles de réussite. Lorsque vous prenez les jeunes qui ne parlent pas le moindre mot français, ces jeunes-là sont le plus nombreux à Kankan. C'est à Kankan les jeunes abandonnent le plus les cours pour aller dans les zones minières. Donc nous, on a pensé qu'il faut organiser un rendez-vous biennal des jeunes où des jeunes et des acteurs intervenant sur des questions de jeunesse vont se retrouver pour mettre en revue toutes ces questions afin de pallier à ces maux dont souffre la jeunesse de Kankan. À cette occasion, des panélistes ont à tour de rôle partagé leur expérience avec les participants. Faire venir des gens qui ont étudié ici, des gens qui ont souffert ici et qui sont revenus expliquer comment ils sont arrivés à ce stade, moi je pense que c'est ce que la jeunesse de Kankan a besoin. Et ça ne demande pas de l'argent, ça ne demande pas autre chose, ça demande le courage. Pour moi, ils doivent s'unir, parler de la même voix, sortir de la même manière et rentrer de la même manière. Je remercie beaucoup les initiateurs de cet événement. Je les encourage à multiplier ces genres d'événements pour conscientiser la jeunesse de Nabaya, la jeunesse de la Guinée, à rester en Guinée pour réussir. On n'a pas besoin de sortir pour réussir. Le futur représentant de la jeunesse de la Haute-Guinée au Conseil national de la transition salue l'initiative. Toutefois, Mohamed Chérif propose aux organisateurs de faire de ces rencontres des tremplins pour la jeunesse de Kankan. Faire en sorte que ça ne soit pas seulement que des rencontres où les gens peuvent venir raconter ce qu'ils ont pu faire. Non? Dans la région, on a des sociétés minières. Aujourd'hui à Mandiana, aujourd'hui à la SAG qui est à Ségiri, on peut inviter ces patrons de ces sociétés-là pour qu'ils viennent participer au forum et on les pousse à s'engager, à offrir des opportunités d'emploi. C'est là où ça peut être plus utile. Le comité de normalisation de commun accord avec le ministère des Sports a installé Kaba Diawara au poste d'entraîneur principal du Sili national pour la CAN 2022. L'ancien sociétaire du Sili succède à Didier Six et a signé un contrat de 3 mois. Le ministère des Sports et le désormais ancien entraîneur de la Guinée fructifient les entrevues pour une séparation à l'amiable. Mohamed Sissé et Aliouba pour plus de détails. Kaba Diawara va désormais diriger le Sili national lors de la 33e Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Cette nomination résulte d'une confiance du comité de normalisation. Loin des 3 mois que l'ancien joueur du Sili a paraphé, des conventions ont également été ficelées lors de la signature du contrat. En cas de qualification du Sili national en demi-finale, les demi-finales qui vont se jouer entre le 4 et le 5 février, donc il rentre dans le mois de février, 1 mois de plus va être accordé à Kaba Diawara. Limogé par l'équipe sortante de la FEGIFOOT, sans qu'il ne soit informé, DJ Six ne souhaiterait absolument pas se laisser faire. Il ne voudrait pas entendre la résiliation de son contrat à l'amiable. Le directeur national des sports guinéen réaffirme l'engagement du ministère. Pour nous, au niveau du ministère, la fédération devrait avoir une réunion avec DJ Six pour l'annoncer, la rupture du contrat.
Je pense que ce qui n'est pas fait, et nous, à notre niveau, nous sommes obligés de le faire parce que c'est nous qui payons, nous sommes l'employeur. La fédération n'est qu'utilisatrice. Résilier un bail de 3 ans, dont 2 en cours de validité, aura des répercussions économiques très lourdes sur la Guinée. Néanmoins, la bande Abé Diallo n'envisage pas de baisser les bras. Elle s'engage à réparer la faute, dit-on, commise par l'équipe sortante. Elles vont être lourdes financièrement, ça je vous le dis, parce que nous lui devons déjà 1 mois. C'est-à-dire la fédération est restée sans aucune notification du 15 novembre à date. Alors que nous terminions cet entretien avec le directeur national des sports, Didier Six nous a rejoint au siège du ministère de la Jeunesse et des Sports. Le futur ancien sélectionneur de la Guinée n'a souhaité être filmé. Reporté à plusieurs reprises, le championnat d'Afrique de junior zone 2 de natation aura finalement lieu en avril 2022 à Conakry. Pour mieux aborder la compétition, la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage a initié des championnats mensuels pour maintenir les nageurs en forme. Malik Sanyana Kamara, Mamad Oiba et Mohamed Lamine Silla pour nous en dire davantage. Ce dimanche 12 décembre, la fédération a organisé la 11e édition de ces championnats mensuels. Une dizaine de nageurs étaient au rendez-vous. Et comme c'est souvent le cas ces derniers temps, Mariam Touré et Taïrouba sont sortis victorieux. Touré invite ses amis au travail. En fait, je dirais que, comme je le dis toujours, le secret, c'est le travail. Quand on travaille, on voit toujours les résultats. Ceux qu'elles viennent s'entraîner, prendre ce sport par amour et venir travailler avec nous. C'est la première fois que la Guinée organise une telle compétition. Pour la présidente de la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage, il faut une bonne préparation pour rafler des médailles. Nous avons eu pas mal de compétitions en prélude vraiment de ce grand événement, c'est-à-dire les championnats juniors Afrique de zone 2 regroupant 23 pays. Et c'est à cause de tout cela qu'aujourd'hui nous organisons ces championnats nationaux en bassin. Et après quelques jours, quelques semaines aussi, on va organiser les championnats nationaux en eau libre. La présidente de la Fédération guinéenne de natation et de sauvetage demande l'appui des autorités pour la réussite de l'organisation de l'événement. Ce sera, selon elle, une bonne occasion de vendre l'image du pays. Un message qui est tombé dans de bonnes oreilles. Et parce qu'avec plusieurs pays, 23 pays qui ont été annoncés dans le passé, et on a demandé de réactiver le dossier et que nous allons prendre à bras de corps sous la roulade de M. le ministre pour que le championnat ait lieu. Parallèlement aux compétitions mensuelles, des sessions de remise à niveau sont régulièrement organisées en faveur des arbitres et autres cadres de la fédération, selon la présidente. Pour toujours, Conakry Fitness Tour a tenu sa promesse hier au stade Petit Sori de Nongo, un événement sportif mensuel qui rassemble toutes les sensibilités afin de bénéficier des conseils pratiques dans le domaine du sport donnés par un coach professionnel. L'événement porté par la structure Dial Initiative a connu la présence de plusieurs personnalités du pays. Mariam Fodé Camara, Aliouba pour le compte-rendu. Conakry Fitness Tour est un mouvement d'ensemble chaleureux qui met les jeunes de la capitale en fusion pendant plusieurs heures. L'initiative portée par la structure Dial Initiative vise à évacuer le stress et à se détendre. La particularité, c'est que cette édition vient au moment où les gens avaient vraiment besoin de la pratique du sport. C'est vrai que c'est un rendez-vous qui se fait une fois par mois. Je vous rappelle que c'est chaque fin du mois. Mais au-delà de cet aspect, c'est un événement qui vient cette fois-ci, comme vous l'avez compris, on sort d'un confinement. Donc les gens sont restés à la maison, ils n'ont pas eu la chance de se voir. Beaucoup se contactaient via les réseaux sociaux. Donc on s'est dit qu'il fallait faire ça pour que les gens se retrouvent, comme ce fut le cas dans les éditions précédentes. Donc la particularité, c'est justement permettre aux gens de renouer les liens, de se retrouver pour enfin communier et voilà, autour du sport. Conakry Fitness Tour, c'est aussi une forte mobilisation de plusieurs visages connus du public. Parmi eux, les ministres des Sports et de l'Habitat. Le sport, c'est d'abord un lieu de fraternité, c'est d'abord un lieu de rassemblement. Ici, il n'y a pas d'ethnie,
il n'y a pas de classe sociale, on voit ici des gens qui sont très riches, on voit des grands responsables politiques, on voit des gens modestes de la société. Tout le monde se mélange parce que c'est bon, c'est un facteur d'unité nationale, c'est un facteur de santé, c'est un facteur de mobilisation et nous vous encourageons. Moi, je crois que c'est important, on doit être d'abord les hommes du peuple. Et je crois que c'est important d'être en contact avec les gens. Et finalement, quand on est sur le terrain, on se rend compte de ce qu'on a besoin, de ce que les gens ressentent. Et donc, avec ça, on n'est pas seulement en train de parler entre nous. Je suis venu avec mon collègue Ousmane Gawal justement pour s'imprégner de la réalité du terrain et puis pour après mettre des politiques qui vont vous permettre de répondre vraiment aux réalités du terrain. L'événement se tient une fois par mois. Les organisateurs comptent l'élargir à l'intérieur du pays pour toucher plus de personnes. La première édition du festival Djerelonko s'est tenue ce week-end à Koya. C'est une initiative des structures futures Expresi. L'objectif était de permettre aux jeunes de se faire connaître et de mettre en valeur leurs talents. La danse, le slam, le chant, entre autres, étaient au rendez-vous. Rosaline Gote-Monemou commente les images de Djibril Kabakamara. Plusieurs activités artistiques et culturelles étaient au programme. La culture générale, le slam, le théâtre, la poésie, la danse moderne et traditionnelle et la musique. Un événement organisé dans le but de promouvoir des jeunes talents. Djerelonko en malinké qui veut dire se connaître, la découverte de soi. Toute personne qui ne se connaît pas dans cette vie ne peut pas réussir. Alors je fais en sorte que tout un chacun, tout jeune, ambitieux, qui a envie de réussir comme moi, de se reconnaître en quelque chose parmi ces rubriques. Le président de la Fédération nationale des cinéastes de Guinée salue l'initiative. Il encourage les organisateurs à pérenniser ces genres d'activités. J'ai trouvé des jeunes talentueux, par exemple le défilé de mode Sumbuya Fashion. Et puis j'ai vu aussi que les jeunes étaient très impliqués dans le concours d'orthographe, l'épellation et puis la mobilisation. La jeunesse qui est mobilisée pour la culture. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Notre pays a besoin de ça et on va s'impliquer pour accompagner et encourager. Invité à cet événement, Kourouma Mohamed trouve que l'initiative des organisateurs de ce festival devrait être accompagnée par les autorités. Il encourage d'autres jeunes à emboîter les pas de la structure future Expresi. Il ne faut pas que des gens deviennent des concurrents, mais que nous soyons tous en commun accord sur le même chemin, à l'aider parce qu'il a été le premier. Il ne faut pas que des jaloux soient derrière pour dire on va lui confronter dans ces champs-là. Il faut que nous soyons des gens qui l'aident. Ce festival a connu des ratés. Le président de la Fédération nationale des cinéastes de Guinée espère que les prochaines éditions ne connaîtront pas les mêmes problèmes. Troisième édition du championnat national de slam. Les demi-finales ont été lancées ce samedi à Conakry. 12 candidats sont en lice. Ils vont compétir pour retenir un seul slammer qui sera le champion national. Reportage Justin Leno à Maralexila. On admire de l'homme, on pagne de l'aile. C'est cela la vie. On impose, on veut que le respect règne. Devant les membres du jury et un public regroupé pour la circonstance, des slameurs articulent à tour de rôle pour s'offrir chacun la première place. Nous sommes à Vince Academy, c'est au quartier Lambani dans la commune de Ratoma. Ici se tient la 3e édition du championnat national d'islam. C'est un événement que nous organisons pour pouvoir sélectionner le champion guinéen. Et cette année, nous sommes à la 3e édition. Nous l'avons débuté le 24 novembre dernier et cette fois, nous nous retrouvons ici à Vince Academy pour les demi-finales. La compétition est nationale. Des slameurs retenus dans les concours régionaux ont effectué le déplacement pour venir compétir à Conakry au nom de leurs différentes régions. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de voir qu'il y a eu des finalistes de l'AB qui ont été retenus aussi pour la grande finale de la compétition nationale d'islam. Pour cette demi-finale, 12 candidats se sont affrontés dans 2 poules. 4 ont été retenus par poule. Ce sont eux qui doivent participer à la phase finale. Ce sont donc ces 4 candidats par poule, soit un total de 8 candidats qui doivent se rencontrer pour les phases finales qui vont se tenir à la Blue Zone de Tombolia le 18 décembre à partir de 19h00. La rentrée est fixée à 60 000 francs guinéens pour accéder à la salle où se tiendra la finale du championnat national d'islam prévue pour le 18 décembre 2021.
Le journal se poursuit à présent, notre angle. Le plastique, comment s'en débarrasser? Il est biodégradable, il peut faire plus de 400 ans sans se dégrader. Il tue les vaches, les moutons et les espèces aquatiques. Le plastique, le brûlé est aussi dangereux pour l'environnement, tout comme pour l'homme. Alors jusque-là, la seule solution reste le recyclage et en Guinée, des centaines de personnes collectent cette matière devenue presque incontournable. Reportage Mamadou Saliouba, Aboubakar Din Kamara. Dans les marchés, les bureaux et les foyers, partout il marque sa présence. Le plastique, incontournable. L'eau y est enchâssée. Les produits pharmaceutiques, alimentaires ou encore cosmétiques, tout se retrouve dedans. Léger, facile à transporter, économique aussi. On utilise du plastique. Si tu ne l'utilises pas, tu n'auras pas où mettre tes affaires. Aujourd'hui, le plastique est devenu incontournable. Mais que se passe-t-il après usage? Comme nous le montre cette image, la plupart des déchets plastiques finissent dans la rue. Et sous l'effet du vent, on le rencontre un peu partout. Dans la rue, dans les caniveaux et en mer. Un danger pour l'humanité tout entière qui hante Paris depuis de longues années. Ces matières plastiques, ce sont des polymères et ce sont des composés organiques qui ont une durée de vie de 450 ans. Et lorsque on le jette dans la rue, et dès qu'un animal l'avale, c'est la mort immédiate. Et lorsque aussi on le jette dans la mer, il tue des poissons, des requins, des balais. Et le phénomène ne fait qu'empirer. Chaque année dans le monde, plus de 30 millions de tonnes de plastique sont déversées dans le marché. Et plus de 150 millions de tonnes finissent à la poubelle. Non biodégradable, le plastique peut rester plus de 400 ans sans se dégrader. Le brûlé est dangereux. Il appauvrit le sol et tue les espèces aquatiques. Seule solution pour s'en débarrasser, le recyclage. Et c'est le domaine de Barry qui assure le rôle de coordinateur chez Diaplastic, une société spécialisée dans la transformation des déchets plastiques. Ce jour-là, il nous amène à la décharge de Dar es Salaam pour nous montrer comment sa société procède pour recycler le maximum de déchets plastiques. Ici, la société a des centaines de collecteurs, des femmes, mais aussi des hommes. Sur le site où des tonnes de déchets plastiques se retrouvent, les collecteurs lavent les plastiques qu'ils achètent avec d'autres jeunes pour ensuite les revendre à la société. On achète le kilo à 1500, 2000, parfois 1000 francs. On lave les plastiques et on jette tout ce qui n'est pas utile à la société. À l'usine, ils achètent le plastique à un bon prix. Le plastique est mal nécessaire. Pour certains, ce n'est qu'un déchet sans aucune valeur. Mais pour d'autres, c'est une marchandise. Ici, chaque kilogramme vendu, les collecteurs empochent 900 francs guinéens de bénéfices. Avec ce tas, par exemple, collecté en 2 semaines, Fatoumata Binta Sidibé peut gagner jusqu'à 30 millions de francs guinéens. Ici, comme on le dit, le déchet plastique, c'est de l'or. C'est pour moi. Un mois de plus, je vais collecter la même quantité. Quand je revends ces plastiques, je peux gagner 30 millions de francs guinéens. Le travail est difficile, mais les collecteurs savent que c'est une activité qui rapporte plus, qui sauve aussi la planète de la pollution. Alors, ils s'organisent. Certains nettoient les plastiques, d'autres assurent la mise en sac, les pèsent et un peu plus loin, un autre groupe charge les plastiques dans le camion de la société.
Comme vous le constatez sur les images, certains ne veulent pas être filmés. Ils estiment que l'activité est déshonorante. Mais d'autres ne calculent rien. On n'a pas honte de cette activité. C'est notre travail et on y trouve beaucoup d'intérêt. C'est dans cette activité que l'on paye la scolarité de nos enfants. On n'a pas trouvé une société qui nous est plus avantageuse que celle-ci. Nous, les mamans, cette activité nous aide beaucoup. Si nos enfants partent à l'école, s'ils mangent aujourd'hui, c'est grâce à cette activité. Beaucoup de nos enfants sont à l'université grâce à cette activité. Sur ce site de collecte, les déchets plastiques ont permis aux collecteurs de se constituer en association. Une partie de l'argent qu'ils gagnent est reversée directement à la trésorerie de l'association. Aïssatou Bella Camara est membre d'une des associations. Avec cette initiative, elle est libre. Quand un de nous a une cérémonie, on cotise 20 à 50 000 francs guinéens. On mobilise 2 à 4 millions de francs guinéens. Et on gagne tout cela dans la collecte des déchets plastiques. Ici, ce sont des tonnes de déchets plastiques qui sont collectés chaque jour. Et c'est loin d'être le seul point de collecte. À quelques kilomètres de là, le magasin de Madou Doumbouya, un autre jeune débrouillard, reflète l'importance des déchets plastiques. Ce jour-là, il charge les sacs de plastique pour le centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques. Pour cette activité, Madou Doumbouya a employé quelques jeunes. Mais malgré tout, il n'hésite pas à se mettre lui-même à la tâche. Et il sait pourquoi. Ça nous arrange beaucoup. J'ai même acheté 2 voitures. Une pour transporter mes balles et l'autre pour ma famille. J'ai construit 2 maisons également. J'ai beaucoup de parcelles aussi grâce à la collecte des déchets plastiques. À cause de ça, là. À cause des bananes. Doumbouya peut collecter 3 à 4 tonnes par semaine, soit 3 600 000 francs guinéens de bénéfices. Embarqués, les sacs de plastique prennent la direction du centre de traitement et de valorisation des déchets plastiques dans la commune de Matoutou. Ici, des tonnes de déchets plastiques ramassés dans la rue attendent d'être traités. Dotés d'un convoyeur, ils trient les plastiques pour les rincer et les séparer des autres matières. Les enfants sont plus intelligents. Les enfants, en amenant ces déchets plastiques au collecteur, ils mettent des cailloux dedans. Ils mettent de l'eau dedans pour qu'il ait un poids. Alors, les employés veillent au grain. De l'autre côté de la machine, les plastiques sortent secs et débarrassés des autres matières. Mais à quoi vont servir tous ces plastiques? Réponse à Koya dans cette usine de transformation de déchets plastiques. Ici, des machines de dernière génération sont mises en contribution. Un projet gigantesque derrière lequel se trouve Moussaya, le propriétaire de la société Dia Plastique qui rachète les déchets plastiques et qui les transforme en bassines, en seaux, tabourets et d'autres outils de ménage. Voilà, c'est la fin donc de ce grand rendez-vous d'information sur Espace TV. Merci de nous préférer chez vous. Juste après moi, vous suivrez les publics reportages sur la Lunagui qui continue de faire des heureux à travers PME Guinée où un parieur a remporté ce lundi une cagnotte de plus de 93 millions de francs guinéens. Autre sujet, il s'agit du lancement de la campagne nationale d'offres gratuites de produits contraceptifs, entre autres. Merci de votre fidélité à Espace TV. Bonsoir. Chaque jour est son lot de surprises agréables à la Lunagui et les parieurs de PMU Guinée ne s'en plaignent pas. Cette fois-ci, l'heureux gagnant a remporté 93 387 500. Un gain obtenu au jeu Quinté, dont le ticket coûte 5 000 francs guinéens. Une satisfaction et une fidélité renouvelée pour ce heureux gagnant. Mon message, c'est de rassurer mes collègues parieurs et ceux qui prétendent intégrer le réseau
PMU que quand on gagne, on aura effectivement son argent. Pour les responsables de la LONAGUI, le client est leur raison d'être. Les efforts sont mis pour les satisfaire, car pour elles, c'est une façon de lutter contre la pauvreté. Coïncidence, le gagnant du jour se fixe pour objectif construire sa maison. Nous invitions les jeunes. La seule solution pour eux de réaliser leurs rêves, c'est de jouer au PMU, de venir à la LONAGUI. Vous pouvez avoir plusieurs projets en tête, mais si vous n'avez pas de financement, vous ne pourrez pas réaliser. Donc la LONAGUI a la solution. À la LONAGUI, les innovations ne manquent pas. Des nouvelles offres sont envisagées pour élargir l'opportunité des gains. Il y a le calendrier des jeux qui a été remanié. Avant, c'était 4 produits par jour. Et comme vous le savez, 4 produits aujourd'hui avec le pouvoir d'achat, le parieur se balade entre les 4 produits. Cela a été revu à la baisse pour permettre aux parieurs de jouer et élargir leurs chances. Il n'y a pas le trio sur le calendrier qui sache que le trio c'est pour tous les jours. C'est pour tous les jours. Pour ce mois de décembre, une grosse surprise attend les parieurs, notamment une grande cagnotte sur tous les produits. Le tiercé, le quarté, le quinté. L'UNICEF Guinée célèbre l'an 75 de sa création à Kankan. L'événement a été placé sous les auspices de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, accompagnée du chef de bureau de Jaune UNICEF, Kankan et Farana. Je voulais féliciter l'ensemble du personnel de l'UNICEF qui ne ménage aucun effort pour accompagner l'État guinéen, le gouvernement, les acteurs pour la protection et la promotion des droits des enfants en République de Guinée. Si nous prenons le cas de la Guinée, grâce aux interventions de l'UNICEF, il y a des millions d'enfants qui sont vaccinés. L'UNICEF intervient dans la prise en charge des enfants déjà malnutris à travers la fourniture de ce qu'on appelle les aliments thérapeutiques. Ça, c'est dans le cadre de la prise en charge. Mais en amont, la prévention, l'UNICEF aide beaucoup dans le cadre de la prévention à travers des activités de communication, de sensibilisation et surtout les femmes, les groupements de femmes qui font des démonstrations culinaires et qui sont soutenus par l'UNICEF. Un panel sur les droits des enfants a été animé par le club des jeunes filles leaders de Kankan. Une occasion pour celles-ci de passer au peigne fin les maux dont elles sont victimes dans la société et d'inviter les différents acteurs à plus de responsabilités. À nos parents, qu'ils acceptent de dénoncer souvent des cas de violence qui nous sont faits, qu'ils arrêtent de gérer des violences à l'amiable. Et sur ce, la justice aussi a un grand rôle à jouer. C'est de toujours poursuivre les coupables. Qu'ils arrêtent de saboter les dossiers à la justice. Qu'ils appliquent la loi comme il est dit dans les codes. Le message semble tomber dans de bonnes oreilles. La ministre Nanette entend faire de la protection des enfants son cheval de bataille. Que tous les enfants de Guinée, les femmes de Guinée, mais aussi les personnes vulnérables de Guinée seront protégés et nous ferons la promotion de leurs droits. Au cours de l'année 2021, la région administrative de Kankan a enregistré 64 cas de viols sur mineurs dont 3 ont pu être jugés, 15 filles ont été sauvées de la MGF et 36 autres du mariage précoce grâce à l'effort des différents acteurs. D'où l'engagement de l'UNICEF à éradiquer le phénomène dans la région de Kankan d'ici 2030. Une semaine de sensibilisation sur la planification familiale sur toute l'étendue du territoire. Cette 8e campagne nationale vise à mobiliser plus de femmes et de jeunes filles sur la question. Durant les 7 jours, les services de planification familiale seront disponibles et gratuits dans tous les centres sanitaires du pays. C'est un objectif de développement qui doit se vivre au jour le jour et pour lequel UNFPA a pu mobiliser des financements significatifs pour assurer que pendant cette période de semaine nationale, l'ensemble des préservatifs qui seront mis à disposition le seront de manière gratuite.
En Guinée, le constat révèle que seulement une femme sur 10 utilise des services modernes de planification familiale. C'est pourquoi le ministre de la Santé invite la population à s'activer pour cette campagne. Que toutes les Guinéennes et tous les Guinéens se mobilisent pour faire de cette semaine une semaine d'accès aux services, mais aussi une semaine de sensibilisation et de mobilisation en faveur de la santé de la mère et de l'enfant en Guinée. Consciente des avantages des méthodes contraceptives, cette sage-femme lance également une invite aux femmes et aux jeunes filles. Il y a les grossesses indésirables, mais si une jeune fille est planifiée, elle sait quand est-ce qu'elle doit tomber enceinte. À travers cette campagne nationale, l'UNFPA et le gouvernement guinéen entendent convaincre un nombre important de la population sur les avantages de l'utilisation des méthodes contraceptives. L'objectif est de permettre aux couples de maîtriser la taille de leur famille, de s'assurer de l'espacement des naissances et de créer des conditions pour une meilleure survie de leurs enfants. D'après la direction de l'OPROGEM, à peu près 200 mineurs et adultes ont été violés au cours des 3 derniers mois. Un nombre qui démontre l'ampleur des cas de viol en Guinée. Pour dénoncer, sensibiliser et interpeller les autorités sur les violences basées sur le genre, le club des jeunes filles leaders de Guinée hausse encore une fois le ton dans la célébration en différé des 16 jours d'activisme. Il n'y a pas énormément d'importance qu'on accorde au dossier de viol, au dossier de violence faite aux filles et aux femmes, surtout au dossier criminel qui concerne la protection des filles et des femmes. Un court-métrage sur le fonctionnement du système judiciaire et en matière de gestion des violences basées sur le genre a été projeté lors de la cérémonie. Le message lancé dans ce film est évocateur. La production de ce court-métrage est d'abord de montrer effectivement, en premier temps, le circuit que ça suit en termes de protection. De la médecine légale, c'est-à-dire de l'ONG à la brigade spéciale, à la médecine légale, ensuite au tribunal, en passant par l'avocat, ainsi de suite. Ces jeunes filles activistes sont accompagnées par l'ambassadeur de Grande-Bretagne et d'autres partenaires dans la lutte contre les VBG. Certains d'entre eux ont animé un panel sur la gestion de ce fléau par les parties prenantes. Toute personne qui est victime de violation de ses droits de l'homme, que ce soit sur les violences basées sur le genre ou toute autre violation des droits de l'homme, peut contacter directement l'OGDH. Nous avons nos bureaux à Dixine pour que nous lui apportons notre soutien. Les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre est un événement international annuel qui débute le 25 novembre, date de la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, et se poursuit jusqu'au 10 décembre, date de la Journée des droits humains. Le centre Kankan-Labé Couture forme les jeunes filles et garçons. Ils participent ainsi à la promotion du textile guinéen d'auto-emploi. Ces certificats sont une reconnaissance de leur abnégation. Il faut se respecter, respecter les autres. C'est la clé pour acquérir le savoir. Cette jeune dame est aussi sortante de cette formation. Elle se réjouit de cet apprentissage et remercie son formateur. Excellence, monsieur le directeur du centre Kankan-Labé Couture, ces événements qui nous ont réunis aujourd'hui est le fruit de plusieurs années de travail du plan Ambus. Je ne pourrais terminer ce discours sans encore estimer notre gratitude à l'endroit des parents d'élèves qui nous ont l'œuvre pour la réussite du centre Kankan-Labé Couture. Le représentant du ministère de la formation professionnelle est présent à cet événement pour encourager l'autopromotion de la femme. Il souligne également que le diplôme n'arrête point la formation. Que les bénéficiaires de cette formation chassent que la couture, la mode, le style, le styliste, c'est des domaines qui évoluent comme l'électronique. Ils n'ont qu'à se mettre en tête que la formation continue les attend. Ils n'ont reçu qu'un diplôme de base, un premier diplôme. Aujourd'hui, le monde concurrentiel, il faut que ceux qui ont bénéficié de diplôme continuent à se former en être des stylistes. Le centre Kankan-Labé Couture compte 208 élèves.
Son objectif est de donner de l'emploi à la jeunesse guinéenne à travers la formation professionnelle.